Bonsoir à tous. Donc moi je suis Jean-Baptiste Morin, je représente le programme Grande École Pourquoi Pas Moi. C'est contrairement à l'Espérance en béton, nous ne sommes pas une association mais un programme qui est d'un envergure nationale puisqu'il existe dans environ une quarantaine de grandes écoles en France. Il a vu le jour en 2002 à l'ESSEC et à Supélec il est un petit peu plus récent puisqu'il existe depuis 2005 ici. Donc nous sommes un programme d'ouverture sociale. Donc notre but c'est d'encourager des jeunes lycéens qui sont a priori assez éloignés du monde des grandes écoles et des études, plus globalement des études supérieures longues, du fait de leur cadre familial par exemple. Donc c'est de les encourager à se diriger vers des études supérieures plus ambitieuses, dans les domaines qui les intéressent certes, mais les plus ambitieuses possibles. Pour cela, notre organisation se fait plutôt sur la base d'ateliers que nous organisons à peu près tous les mercredis auprès des lycéens du programme, mais aussi par des sorties, donc des sorties culturelles, parfois des visites d'entreprise, et puis également un voyage qui représente un aspect culturel. Voilà. Donc au-delà de ça, le programme permet également de créer une forme de tutorat entre un élève de Supélec donc qui fait partie intégrante du monde des grandes écoles et des jeunes lycéens qui font preuve de beaucoup de volonté pour réussir dans leurs études. On va donc maintenant passer à la présentation des résultats d'une enquête qu'on a menée à l'occasion de cette conférence auprès des élèves ingénieurs Supélec qui avait pour but donc, de cerner un peu l'origine sociale des Supélec. Voilà, donc je vais laisser Antoine commencer la présentation de ces résultats. Donc, tout d'abord, cette enquête a été réalisée par Internet auprès des élèves ingénieurs de Supélec. On a eu 384 participants, ce qui est à peu près 35% des élèves ingénieurs en cursus à Supélec actuellement. Au niveau des promotions, donc c'est la dernière promotion qui a le plus participé et la dernière promotion qui a un peu moins participé de fait qu'elle a peut-être été moins touchée par la campagne de questionnaire. Pour les campus, donc il faut savoir, je le dis pour les intervenants, que Supélec est une école répartie sur 3 campus, entre Rennes, Metz et Gif. Pour la répartition de la population du questionnaire, c'est surtout à Gif que ça s'est fait, de part de la communication, mais aussi des effectifs qui sont différents. Donc sur le parcours scolaire des élèves ingénieurs à Supélec, pour une question qui a été posée, c'est s'ils avaient une fois dans leur scolarité fréquenté un établissement privé. Donc une large majorité n'a pas fréquenté d'établissements privés, mais c'est quand même 35% à comparer au niveau national qui représente 16%, à peu près 17% des scolarisations dans le primaire et le secondaire. Ensuite, une question qui revient souvent, êtes-vous allé dans votre lycée de secteur? Une chose qui est assez flagrante ici, une majorité des gens n'ont pas été dans leur lycée de secteur. Donc, un chiffre intéressant, celui du nombre de boursiers parmi les répondants au questionnaire. Donc, parmi les répondants à notre questionnaire, ça nous fait 28%. Un chiffre à comparer avec les chiffres qu'on a pu récupérer auprès de Supélec, qui est de 17%, ça montre cette différence entre les chiffres officiels et les chiffres de notre questionnaire. Ça montre que les boursiers sont plutôt plus intéressés par les thématiques qui seront abordées durant cette conférence. Donc on s'est intéressé à l'origine sociale des Supélec, notamment au statut social de leurs parents. Donc au niveau du statut professionnel, on a posé la question quel est le statut professionnel de votre père, de votre mère. Donc comme on le voit, on a 66% des personnes qui ont répondu au questionnaire qui ont un père cadre, 48% pour les mères. Donc à comparer aux chiffres nationaux donnés par l'INSEE, on est à un niveau bien sûr bien plus élevé comme on le voit. Voilà. Pour le pourcentage, il faut savoir qu'on a seulement considéré les personnes qui étaient dans la population active. Donc on a enlevé les retraités. Ensuite,
on s'est intéressé au niveau d'études des parents. Donc 57% des pairs des personnes qui ont répondu au questionnaire ont un niveau correspondant à un niveau Bac plus 5, voire un niveau supérieur. Et donc pour les mères, 42%, sachant qu'on a aussi une bonne proportion de niveau Bac plus 3 pour les mères. Donc voilà, c'est des niveaux quand même relativement élevés. Et enfin, donc une question tout aussi intéressante, y a-t-il un ingénieur dans votre famille proche? Donc là encore, les réponses sont assez éloquentes, puisque 55% des personnes interrogées ont répondu oui. Voilà, donc après, bien sûr, on peut se dire que la réponse à cette question va dépendre de l'interprétation qu'on peut avoir du terme famille proche. Néanmoins, cela marque toute l'influence que représente la présence d'un ingénieur dans son entourage. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de ces résultats. Donc on remercie toutes les personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Nous vous remercions d'avoir participé donc, à cette conférence. Donc nous souhaitons une agréable conférence. Je vais maintenant laisser la parole à M. Antoine Théier, ici présent, donc, qui est journaliste spécialiste des grandes écoles et de l'enseignement supérieur, qui travaille notamment pour le journal Studierama. Donc il va présenter les intervenants et puis c'est lui qui animera le débat tout au long de cette conférence. Merci beaucoup pour ces quelques chiffres et merci pour ces explications. Merci à vous également d'être présent pour cette conférence. Nous allons tenter d'expliquer ensemble un petit peu les chiffres que nous venons de voir. Et pourquoi les grandes écoles, année après année, demeurent encore relativement fermées aux jeunes milieux défavorisés ou populaires. Quelles sont les causes de ce constat? Est-ce que ce constat se retrouve dans les entreprises? Puis nous reviendrons sur quelques dispositifs qui ont pu être mis en place par les grandes écoles ou l'initiative de l'État pour favoriser la mixité sociale dans l'enseignement supérieur. Il y aura vraiment donc deux constats et des ébauches de solutions, trois grands chapitres entre lesquels nous vous passerons la parole, par le micro, pour que vous puissiez interroger tel ou tel intervenant si vous avez des questions ou des commentaires à apporter. Donc, à mes côtés, tout d'abord, Mademoiselle Mélanie Ledonné, chercheuse à Sciences Po et à l'ENSAE, aux recherches notamment qui vous ont conduit à travailler sur l'orientation des jeunes en fin de troisième et en fin de lycée, d'un point de vue tout à fait intéressant à donner sur ce qui détermine le choix des jeunes à la fin de lycée entre l'université, le grand diplôme et le classe prépa. Également M. Yazik Sabeil, commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, également chef d'entreprise, dirigeant de la SS2I de communication et système et de la société Practice, et M. Alain Bravo, que vous connaissez pour la plupart, je suppose, directeur de Supélec, également vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, chargé de la commission recherche et membre de la commission administration de la conférence des grandes écoles. Voilà pour les présentations. Donc peut-être peut-on effectivement commencer par ce constat que l'on a revu dans les chiffres donnés par les jeunes étudiants de Supélec sur cette faible représentation des jeunes issus du milieu populaire dans les grandes écoles. Je ne sais pas, par exemple, si je pose la question à vous qui êtes dans la salle ce soir, moi, les étudiants que je vois régulièrement sont bien souvent fils ou filles d'ingénieurs, quand ce n'est pas la même école d'ingénieurs d'ailleurs, ou fils ou filles de cadres d'école de commerce. Parmi vous, si vous levez la main, combien sont finalement fils ou filles d'ingénieurs ou d'anciens diplômés d'école de commerce? Ça fait quand même une bonne proportion si on ramène à la société. Merci beaucoup. Alors, Noémie Ledonné, vous êtes donc chercheuse pour Sciences Po et pour l'ENSAE. J'ai évoqué vos recherches qui vous ont fait vous intéresser à cette question de la représentativité dans les grandes écoles, surtout dans les prépas, puisque c'est vraiment à l'arrivée en prépa, en fin de terminale et en fin de collège également, que les choix se font, que l'on voit les élèves issus de milieux plus populaires
destination. Vous pouvez peut-être nous expliquer cette situation que nous venons de décrire et nous expliquer pourquoi, en fin de troisième, en fin de terminale, les élèves des milieux différents font des choix, des orientations différentes. Oui, merci pour votre question. Bonsoir à tous. Donc peut-être pour structurer un peu ma réponse, je commencerai par identifier deux ensembles de facteurs qui, selon moi, gouvernent les inégalités des chances scolaires. Donc, je vais différencier d'abord les différences de capacité scolaire, de performance scolaire entre les enfants des différentes classes sociales. Donc, d'une part, en fait, la famille transmet un capital scolaire, culturel à l'enfant, et ce capital diffère suivant le statut social de la famille, le diplôme des parents et le revenu économique. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le deuxième ensemble de facteurs, je l'appellerais donc c'est les différences dans la propension à continuer dans les niveaux d'études supérieures et dans les filières les plus exigeantes académiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on note qu'à performance égale, des élèves d'origine sociale différente font des choix d'orientation différents. Donc moi, je vais plutôt m'intéresser à ce deuxième aspect, essayer d'expliquer donc, ce que vous me posiez comme question, pourquoi deux élèves qui ont les mêmes réussites scolaires, donc par exemple qui sont tous les deux moyens, ou qui sont tous les deux excellents, ou qui sont tous les deux médiocres, seront amenés à faire des choix scolaires différents. Alors peut-être, je vais me baser sur une étude que j'ai réalisée avec un co-auteur qui s'appelle Louis-André Vallée, qui est un chercheur, c'est un sociologue quantitativiste. On a travaillé donc sur des enquêtes de l'INSEE, sur le panel d'élèves. Donc c'est des élèves qui ont été suivis. Et pour vous donner quelques chiffres, donc à la fin de la troisième, les élèves doivent faire un choix. Et ils peuvent s'orienter soit au lycée général et technologique, donc ça représente à peu près 60% des élèves, 60%. 25% vont au lycée professionnel préparer un BEP, 12% vont préparer un CAP, et 2,5% environ sortent du système scolaire, parce qu'ils ont déjà 16 ans, généralement ils ont doublé, et ils arrêtent les études à ce moment-là. Je fixe un peu les chiffres, et ensuite on reviendra sur les différentes transitions effectuées par les élèves d'origine différente. Donc la deuxième transition très importante du système scolaire français, c'est... donc là on se concentre seulement sur les élèves qui sont allés au lycée, donc déjà c'est une petite partie des élèves, une grande partie des élèves, mais déjà une sous-partie. À la fin du lycée, les élèves passent un examen, le baccalauréat, vous avez tous vu, j'imagine, pour les élèves français. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez aller en classe préparatoire. Donc ça représente 16% des bacheliers généraux. Là, je travaille seulement sur les bacheliers généraux. 60% des élèves vont à l'université. 22% des élèves vont dans une catégorie que j'ai regroupée, où j'ai regroupé IUT, BTS et des filières d'enseignement supérieur qui sont considérées comme secondaires en fait. Et puis 2% des élèves arrêtent leurs études après le baccalauréat. Donc, en fait, on observe que, donc là je vous ai donné les chiffres bruts, mais quand on se centre sur des profils particuliers d'élèves, donc si on prend par exemple, peut-être la transition qui nous intéresse le plus finalement, c'est la deuxième transition, mais je pourrais revenir sur la première si ça vous intéresse. Donc si je prends les chiffres qui concernent la deuxième transition, si on considère deux élèves excellents, donc qui ont obtenu au bac la moyenne plus un écart type, je pense que vous êtes ingénieur et que vous êtes familier avec ce langage-là, donc des élèves qui font partie finalement grosso modo des 25% des élèves les meilleurs. Si on prend un élève qui a un profil socio-économiquement désavantagé d'une part, et un élève qui a un profil socio-économiquement avantagé d'autre part, donc le premier, celui qui a un profil désavantagé, son orientation la plus probable est l'université, c'est-à-dire que dans 40% des cas, ces élèves vont à l'université. C'est le plus gros score, c'est la modalité la plus observée. Et pour les élèves d'un profil favorisé, ils ont 60% de chance d'intégrer une classe préparatoire. Enfin, ils vont demander et ils vont l'avoir généralement dans 60% des cas. Donc, on passe, si vous vous souvenez, je vous avais dit 16% d'élèves en classe préparatoire, mais quand vous avez un profil socio-économique favorisé,
vous avez 60% de chance d'aller en classe préparatoire. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer un tel écart? Je pose la question à vous, mademoiselle Ledet, ou à vous, monsieur Bravo, monsieur Sabeg. Est-ce que quand on est issu, quand on n'a pas des parents enseignants, ou quand on n'a pas des parents déjà ingénieurs, connaît-on vraiment le nom des grandes écoles? Qu'est-ce qui peut expliquer que la destination par défaut, la destination classique, ce soit l'université? Je rebondis sur un cas. J'ai rencontré il y a un an à peu près une élue qui était issue d'un milieu extrêmement défavorisé, puisque elle grandit dans la banlieue d'Amiens, milieu populaire. Elle a fait Sciences Po, mais elle n'avait pas entendu parler de Sciences Po avant d'entrer en licence de droit. Jamais de sa vie, son entourage, un prof de lycée ou un prof de fac lui avait parlé de Sciences Po. Comment est-ce qu'on peut arriver à quel niveau d'études être un élève brillant et ne pas entendre parler de ces grandes écoles? C'est une question à un niveau. Je pense que un des éléments qui peut intervenir, c'est l'idée que l'on se forme dès cette deuxième transition sur son projet. Et j'imagine que le projet que l'on peut former avec une entrée à la faculté donne a priori une liberté intellectuelle plus grande que d'entrer dans une voie dite de formation d'ingénieur, sans qu'on ait forcément à la sortie l'image de l'emploi auquel ça conduit. Bon, mais c'est une interprétation personnelle. J'avoue que je n'ai pas les lumières que vous pouvez avoir après avoir étudié ce sujet. Je crois déjà, pour se construire un avenir, avoir un projet personnel, il s'agit de savoir si on fait partie d'un milieu initié ou pas. Déjà, ça c'est un facteur tout à fait déterminant. Est-ce qu'on a des parents qui sont capables de nous préparer pour avoir un projet personnel? Le second, je pense qu'un élève qui va en classe en centre-ville ou dans une périphérie, il n'a absolument pas les mêmes opportunités, les mêmes perspectives. Et je dirais, d'ailleurs, entre un élève du milieu rural et un élève du milieu urbain, il n'a absolument pas la même perspective. Donc il y a une certaine forme de déterminisme qui est liée à la sociologie, dès le collège, à l'œuvre scolaire. Donc il y a l'orientation, les choix d'orientation qui sont faits sont déterminés par des inégalités sociales, des inégalités territoriales. Je pense que c'est factuel, ce que je dis là. Vous voulez rajouter quelque chose, je crois. Oui, alors, moi j'aime bien présenter un petit modèle pour essayer de comprendre un peu cette question. En fait, à chaque transition scolaire, les élèves et leurs familles sont confrontés à un choix. Un choix qui comporte plusieurs alternatives. Il y a plusieurs filières. Donc, en fait, on peut supposer que, certes, il peut y avoir des problèmes informationnels, et généralement, les familles qui eux-mêmes sont restés longtemps dans le système scolaire, c'est-à-dire des parents qui sont assez diplômés, disposent de ces ressources, puisqu'ils sont eux-mêmes informés du système, enfin, du fonctionnement du système. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on peut se dire que même si tout le monde avait les mêmes informations, est-ce que ces choix ne seraient pas un peu modifiés? Alors, le petit modèle que je vous propose, c'est qu'à chaque transition, en fait, l'élève et sa famille comparent finalement les coûts de la scolarité, les bénéfices qu'ils vont en tirer et les probabilités qu'ils ont de réussir cette scolarité. Donc finalement, il faut que les bénéfices probables soient supérieurs aux coûts pour que les élèves choisissent cette alternative. Pour la classe préparatoire, par exemple, qui est suivie d'une grande école, il me semble que les coûts de la scolarité, donc c'est généralement 5 ans, donc 5 ans où il faut se loger,
5 ans ou peut-être pendant au moins 3 ans, il va falloir payer une école. Donc il y a la variable de coût qui joue. Et qui est plus importante si vous venez d'un milieu socio-économique défavorisé. Ensuite, vous avez la probabilité de réussir. La probabilité de réussir, généralement, les familles les plus favorisées ont tendance à un peu surestimer, enfin pas forcément surestimer, mais ils estiment plutôt à la hausse cette probabilité, parce qu'ils se savent capables, ils se savent en mesure d'aider l'élève, s'il a des difficultés, que ce soit les parents qui sont eux-mêmes compétents pour aider l'élève, ou alors ils ont recours à des soutiens qui peuvent financer. La probabilité de réussite est estimée plus élevée, on va dire, dans ces familles que dans les autres. Et ensuite, donc, les bénéfices. On pourrait penser que tous les bénéfices à faire une grande école sont les mêmes pour les élèves d'origine défavorisée et les élèves d'origine favorisée. On peut aussi penser, puisque finalement c'est le outil scolaire auquel on parvient et donc les mêmes débouchés, mais on peut penser en fait que chaque individu cherche à atteindre une position sociale au moins égale à celle de ses parents. Ça c'est un truc dont on peut discuter, mais il me semble que c'est quelque chose qui est assez vrai et qu'on peut admettre. Et finalement, si vos parents ont un diplôme du supérieur, il va falloir que vous aussi vous ayez un diplôme du supérieur. Donc finalement, les bénéfices pour vous à avoir un diplôme du supérieur, ils sont sans doute supérieurs que les bénéfices qu'un élève dont les parents n'ont pas de diplôme du supérieur à atteindre ce diplôme. En fait, chaque individu redoute finalement le déclassement social. Et c'est ça qui redoute le plus. Finalement, il y a une perte très importante à ne pas atteindre la même position que ses parents. Et finalement, le gain à augmenter sa position sociale est moins important que la perte en comparaison à ne pas atteindre la même position sociale que ses parents. Donc finalement, sur tous ces aspects, coût, probabilité de réussite, bénéfice, on a l'impression que tout est à l'avantage, incite les élèves de milieux favorisés à poursuivre leur scolarité dans les filières les plus prestigieuses. Et ça s'ajoute à des problèmes d'information sur le système scolaire. Alors, il y a des problèmes d'information, il y a des problèmes, vous parlez des coûts des investissements, ce sont évidemment aussi des points auxquels pensent les familles et les parents qui veulent inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement supérieur. Même si je crois que, entre guillemets, les tarifs ne sont pas tout à fait les mêmes entre les écoles de commerce, où c'est généralement 1 000 € par an, et les écoles d'ingénieurs où c'est beaucoup plus évolutif. Est-ce que vous pensez, M. Bravo, peut-être au point de vue de l'établissement, que c'est un facteur qui joue et quel est votre point de vue sur cette thématique? Je ne vais pas répondre à la place des élèves qui sont présents dans la salle. Je ne pense pas que ce soit un facteur qui joue. Et lorsque c'est un facteur qui entre en ligne de compte, l'établissement fait généralement tout ce qu'il peut pour que ça ne soit pas une barrière. Donc c'est vrai que dans les motivations qui précèdent la décision, ça peut intervenir, mais lorsque on est face à une situation concrète, cette contrainte-là se manifeste, je suis catégorique. Dans les établissements, on fait ce qu'il faut pour que cette contrainte n'interdise pas. Je pense que la contrainte économique elle est très forte après le lycée. En tenant compte, il faut déjà arriver à franchir les étapes du collège et du lycée, et surtout dans une situation de choix. Donc, faire dans un bon établissement qui vous offre des perspectives et qui vous y prépare. Donc, je crois que la barrière économique dans le choix d'orientation, c'est un facteur important, je suis d'accord, mais pas avant l'enseignement supérieur. Question notamment du logement est un vrai problème. Moi, j'ai vu souvent des cas de jeunes gens, soit de jeunes ruraux récemment, et soit de jeunes dans les quartiers, qui pouvaient être admissibles dans un très bon lycée de centre-ville en prépa, qui ne pouvaient pas parce que tout simplement, il n'y a pas assez d'internat qu'on ne peut pas les loger au lycée,
leurs parents n'avaient pas les moyens, leur donner une chance. Voilà un vrai, très grave sujet. Quand on dit on va mettre 30% de boursiers dans les classes préparatoires, je pense qu'on a du mal à le faire parce que on a du mal à loger les jeunes gens. Deuxièmement, je crois qu'il y a des filières à fort enjeu sociologique. Les jeunes qui choisissent les filières dites technologiques dans le lycée, c'est quand même ce qu'il y a le plus répandu dans les quartiers ou dans les zones rurales. Ce n'est pas des lycées qui vous offrent des perspectives ascendantes très très fortes. Et même quand les élèves sont dans ces filières et peuvent faire des études supérieures, il est assez rare, par exemple, les jeunes de Seine-Saint-Denis fassent une école d'ingénieur. Et il y a quelque chose de très frappant, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, qui a le plus fort taux de jeunes scolarisables qui peuvent envisager des études, mais il n'y a pas d'école d'ingénieur en Seine-Saint-Denis. Il y a très peu de lycées d'enseignement généraux. C'est-à-dire qui préparent fondamentalement au bac S ou au bac S, principalement. Il n'y en a pas en Seine-Saint-Denis. Il y a 2 grands lycées d'enseignement généraux, dont un privé dans ce département. Donc ils sont souvent, là aussi, relégués dans les universités du département. Même quand ils font du droit, ils vont à la Vitaneuse plutôt qu'à Paris. Donc je crois que la question spatiale est une question très importante. La nature des études, la nature des établissements dans lesquels on fait ces études est fondamentalement déterminante s'agissant de l'orientation. Et je dis ça même dans les établissements qui, depuis 2002, font l'objet de programmes ambition, réussite. Même dans ces établissements-là, les jeunes, moi je connais par exemple un lycée Seine-Saint-Denis, et lycée Renoir, je crois, qui est à Bondy. Bon, il n'y a pas de prépa, mais il y a un assez bon taux de réussite au baccalauréat. Ils font partie des ZEP, ils font partie des établissements ZEP dans lesquels Sciences Po va prendre quelques candidats à sa filière ZEP. Mais les jeunes ont du mal à aller à Paris, ont du mal, même quand ils sont très bons élèves, à intégrer une bonne prépa ou intégrer une université à Paris. Oui, je pense qu'il faut compléter notre réflexion. On a déjà évoqué le choix soit de l'université, soit de grandes écoles. Ces deux mondes-là communiquent. Et il y a des passerelles. C'est pas parce que, pour des raisons diverses, d'information, de culture familiale, etc., on a commencé dans le supérieur par un parcours dans l'université qu'on ne peut pas continuer dans une grande école. Et en particulier, les passerelles, on a une passerelle avec Paris 11 qui est effective. Donc, il faut également savoir que dans les grandes écoles, aujourd'hui, il y a plus de 50% des élèves qui rentrent qui ne sont pas passés par une classe préparatoire. Et qu'il y a de plus en plus de préparation intégrée. Donc, c'est vrai qu'à des instants donnés, on fait des choix qui font intervenir soit la propre maturité de son projet, soit la formation familiale, soit l'environnement urbain. Mais le système présente une certaine élasticité. Et c'est pas parce qu'on est rentré à un moment donné dans une voie qu'on ne peut pas évoluer globalement dans le système d'enseignement supérieur. Voilà. Oui, j'ajouterais peut-être à ce que vous disiez que je pense que les élèves des quartiers défavorisés qui
qui ont de bonnes performances scolaires et qui envisagent éventuellement une classe préparatoire redoutent peut-être aussi leur intégration dans des classes préparatoires où le statut social moyen de la classe est élevé et donc où en fait ils ne se trouvent pas ressemblants, ils ne se trouvent pas de similitude avec les élèves qui sont scolarisés dans ces classes. Et donc il y a un coût à l'intégration pour eux. Parce qu'aller dans une classe où vous avez une quarantaine d'élèves qui sont enfants d'enseignants et enfants de cadres, alors que vous-même vous êtes fils d'ouvriers, ça demande des capacités d'adaptation assez fortes. Donc pourquoi ne pas aller dans l'établissement de proximité où vous brillerez sans doute, mais dans un cursus moins exigeant et où vous n'aurez pas de capacité, pas de problème d'adaptation. C'est peut-être une question à soulever, hein. C'est vrai que c'est des populations qui sont en minorité dans ce genre de filière, et donc il y a un coût, je pense, psychologique qu'il ne faut pas négliger en plus du coût économique. Mais vous avez remarqué que dans le sondage qui a été fait parmi les élèves de Supélec, c'est un renseignement qui m'a intéressé. J'ai bien vu, il y a 56% qui sont restés dans leur lycée. Hein. Comment ? 56% et 44% sont restés dans leur lycée. Secteur, parce que le lycée n'est pas sécurisé. Si, le lycée est sécurisé. Non, le lycée n'est pas sécurisé, le collège. Un avis. Ah bon, enfin, disons 50-50. Allez, on ne va pas discuter. Voilà. À notre entrée en seconde, la carte scolaire n'était pas supprimée et on allait dans le lycée de notre ville. Pour notre entrée en seconde à nous, quand j'avais 14 ans, la carte scolaire n'avait pas été supprimée et le lycée où on devait naturellement aller était celui de notre ville ou de notre quartier. Dans les lycées, il n'y a pas de sécurisation. Il y a une sécurisation pour le collège. La carte scolaire a été supprimée il y a très peu de temps. Hein. Elle est assouplie, même pas supprimée, mais dans les lycées peuvent prendre des élèves pour aller dans le lycée où vous souhaitez en France. Est-ce qu'au-delà de la texte, dans les mentalités, les gens font... Oui, ils vont dans le lycée de proximité, c'est exactement ça. Mais il n'y a pas de carte scolaire s'agissant du lycée. Il n'y a pas d'affectation. Ah ben non, mais il est déterminant, puisque c'est le gamin, ou alors il trouve une place d'internat. Il y a très peu de lycées, mais il y a un secondaire qui est assuré par l'internat en dehors des établissements privés. Mais il y a des lycées agricoles, il y a des internats, plus souvent. Mais la proximité, c'est évident. Il n'est pas lié à la sectorisation. Le collège, l'école primaire, oui, ça c'est sectorisé. Là, il y a une carte scolaire. Pas pour le lycée. Une dernière question avant peut-être de passer la parole à la salle, si vous avez vous-même des interrogations. Le sous-titre un petit peu à cette soirée, c'était les grandes écoles et l'affaire de famille. Donc c'est un titre qui peut s'entendre évidemment à double sens, une affaire de privilégiés, ou bien une affaire de milieu familial qui va pouvoir pousser un élève ou pas vers des études supérieures. Est-ce que selon vous, la famille c'est un environnement déterminant? Quel est l'acteur décisif dans le choix d'orientation d'un étudiant? Est-ce que c'est ses profs? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que chacun se prendre en main? Quel est votre point de vue là-dessus? Personnellement, je trouve qu'après en avoir discuté avec les organisateurs, je trouve que le titre est extrêmement intéressant parce qu'il se prête effectivement aux deux interprétations. Et je pense que les deux sont exacts, parce que peut-être même, encore plus lorsqu'on est d'un milieu familial qui n'est pas familier avec l'enseignement supérieur, que l'enfant qui a cette ambition puisse s'appuyer sur une volonté partagée de sa famille est un élément extrêmement important. Et donc, je pense que
pour réaliser un projet, il a été dit précédemment que à minimum, c'est de réaliser l'ambition de dépasser, de faire progresser son statut social, qu'on puisse bénéficier du soutien de sa famille est un atout, quelle que soit son origine sociale. Donc, à ce titre-là, la réponse, oui, c'est une affaire de famille, mais dans le bon sens. Là, je comprends, tout seul. Hein. Ouais. Aux enseignants. Comme parent d'élève, mes enfants étant dans un lycée de centre-ville, mon lycée de centre-ville à Paris, dans leur classe préparatoire, 57% d'enfants enseignants. Donc c'est bel et bien une vraie affaire de famille et d'initié. Bon, je suis d'accord avec ce qui a été dit. J'ai envie d'ajouter en fait au titre une affaire de famille ou une affaire de l'école. C'est-à-dire que, en fait, vous l'avez dit dans votre question, notamment pour la première transition, en fin de troisième, la famille émet des souhaits, et ensuite, le conseil de l'école, le conseil de classe, valide, généralement le chef d'établissement et le professeur, valide ou non le choix de la famille. En fait, il a été montré dans des études que une manière pour les élèves qui sont moyens, une manière de juger si l'enfant va être capable de poursuivre ses études, par exemple au lycée général et technologique, et de s'appuyer pour ses chefs d'établissement de l'origine sociale de la famille, de ce qu'ils ont repéré. Et l'idée que l'enfant vient d'un milieu familial favorisé, c'est rassurant pour le chef d'établissement. Il va se dire, ah, mais il va être bien encadré, ça va marcher. Donc il y a une sorte de sélection aussi qui est de la responsabilité de l'école à certaines transitions, de trancher en fait des choix, parce que c'est finalement l'école qui valide ou non les choix des familles. Et donc, c'est également le chef d'établissement qui pèse cette probabilité de réussite, ses bénéfices, et qui a en fait, son jugement est très important. Et souvent, il s'appuie sur ce qui sait de la famille de l'enfant. Donc, une affaire de famille, mais une affaire d'école aussi, je dirais, et qu'il faut avoir en tête que en fait, l'école, en changeant peut-être cette manière de voir les choses, en donnant leur chance peut-être à des élèves qui ont les mêmes performances, parce que je ne vous ai pas donné les chiffres pour la troisième, mais ils sont assez frappants, que deux élèves moyens en fin de troisième, l'élève favorisé va en seconde générale et technologique, l'élève défavorisé, en tendance, a une plus grande probabilité d'aller en BEP. Ils ont les mêmes résultats, ils ne font pas la même orientation. Qu'est-ce qui se passe? C'est en partie la famille, mais je pense que c'est en partie le choix du conseil de classe et le corps professoral. Alors aussi, il me semble que, en effet, les professeurs transmettent à leurs enfants le langage de l'école, les enfants connaissent les attendus de l'école. Finalement, les enfants profs sont notés par des évaluateurs dont ils connaissent parfaitement les attentes. Donc c'est une affaire d'école et de famille une fois de plus, je dirais. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, c'est aussi une affaire d'école. Est-ce que l'école est capable, c'est sa fonction sociale, normalement, de combattre le déterminisme social ou le surdéterminisme social? Pour les jeunes de quartier ou pour les jeunes ruraux, il y a un surdéterminisme social puisqu'il y a un cumul d'inégalités. Est-ce que l'école est capable de faire ce travail aujourd'hui? Il y a des enseignants extraordinaires dans le quartier ailleurs. Je ne vais pas dire que c'est général, mais je crois que ça fonctionne. Ça ne fonctionne plus comme ça, dans mon sens. L'école n'est plus capable de corriger les inégalités dans sa chance. C'est la formule que vous employez, une très belle formule. Disant, ben voilà, il faut lui donner sa chance, quel effort il faut faire, quelle mécanique correctrice il faut mettre en place, on les connaît à peu près. Ça, je crois que c'est une vraie question. C'est la question du moment. C'est quand même, après on passera peut-être la parole à ça, mais c'est quand même ennuyeux parce que vous dites que l'école ne joue plus son rôle d'agent de mobilité sociale, d'instrument de mobilité sociale. Ça c'est mon analyse, je ne sais pas si vous la partagez, mais je crois qu'on ne joue plus cette fonction. Il y a quelque chose qui est crispé, ce qu'on appelle l'ascenseur social par l'école. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. La sociologie est cruelle.
c'est objectivement le nombre d'enfants de foyers. Pour arriver à 30% de boursiers, c'est notre chiffre qu'on s'est fixé, 30% de boursiers, on a été obligé de modifier la plafond d'attribution des bourses, des bourses pour obtenir des chiffres qui ne sont pas tout à fait de 30%. Les chiffres moyens dans les classes préparatoires aujourd'hui sont encore inférieurs à 20%, sont autour de 15 et 20. Et on a modifié substantiellement les conditions d'attribution des bourses. Donc, il y a quelque chose de crispé quelque part. Moi, je pense que c'est lié à l'offre scolaire, très honnêtement, et au mécanisme d'orientation. Et puis, il y a des sujets très durs qui sont la question des quartiers. Là, il y a par exemple ce qu'on cache, du coup, c'est les taux d'analphabétisme des parents, par exemple. Ce sont des taux, des chiffres colossaux. Donc, l'incapacité, même dans le cas d'une politique de réussite éducative, l'incapacité des parents à s'occuper de leurs enfants, pour vérifier les acquis, par exemple. Qui commence très tôt. Très tôt, c'est un sujet, c'est le vrai sujet d'aujourd'hui pour l'école. Très bien. Nous allons clore cette première partie et aborder la partie davantage consacrée à l'entreprise. Auparavant, est-ce que peut-être dans la salle, quelqu'un, il y a un micro que nous allons faire passer, aurait une question à poser à nos intervenants? Donc, vous dites que c'est pas sectorisé pour les lycées. Donc, je vais vous parler d'une petite histoire qui vient de mon vécu. Mon frère, qui a 17 ans aujourd'hui, n'a pas pu aller au lycée de son choix. Il a dû aller au lycée qui était plus près de chez nous. Donc, c'est plutôt en contradiction avec ce que vous dites. Et c'est en passant en première qu'il a dû faire un dossier pour pouvoir changer de lycée. Et c'est uniquement parce qu'il avait d'excellentes notes qu'il a pu changer de lycée. Donc, oui, donc il n'y a pas de sectorisation. Par contre, le critère de résidence est un critère important. Alors pour que le collège, vous ne pouviez pas changer de collège. Il fallait que vous passiez au privé pour changer de quartier. Alors que dans un lycée, si vous discutez avec le patron d'établissement, vous déposez votre dossier rectoral, il est pointé, le directeur d'établissement demande votre dossier, ça se passe comme ça, hein, dans plein de familles. Hein. Vous savez, Paris, par exemple, le jeu de circulation des dossiers dans Paris entre les établissements, vous avez plein d'élèves du 18e qui vont dans le 5e, il n'y a pas de sectorisation, au sens légal du terme. Alors qu'il y avait une carte scolaire pour les collèges et pour les écoles primaires. Et la carte scolaire n'a jamais été appliquée au lycée. Bonjour. Moi j'aurais une question pour M. Saveil. Étant donné que vous êtes chargé de l'égalité des chances auprès du gouvernement, je voulais savoir si vous avez pensé à, par exemple, instaurer des quotas lors de l'entrée des grandes écoles, au concours ou lors de l'attribution des places en classe préparatoire. Je voudrais savoir si c'est une solution qui a été déjà envisagée. Des critères sociaux. Non, les critères sociaux, c'est les bourses. Les bourses, on a souhaité qu'il y ait dans les classes préparatoires un minimum d'élèves boursiers qu'on espérait retrouver dans les grandes écoles. Mais les critères sont très nombreux. Les critères là, les bourses, on en a fait tout un sac. C'est mal la formule. J'aurais pu proposer 10 autres critères sociologiques, l'origine. Voilà un critère, par exemple, l'origine territoriale des élèves. Moi, je pense que c'est un critère important. Tout en sachant que les patrons, par exemple, dans les centres-villes, font un très gros effort pour avoir des élèves qui viennent ailleurs. Ils ne peuvent pas les loger, mais je peux vous dire que même les très grands lycées parisiens font un très gros effort pour avoir 20 ou 30% d'élèves qui viennent d'ailleurs que des arrondissements limitrophes. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas sectorisé. Je connais moins ou deux proviseurs qui essayent d'avoir des élèves de banlieue, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de bon lycée au sens où on les entend, s'agissant de filières ascendantes et prestigieuses, ou de province.
Mais il n'y a pas de critères automatiques au sens où vous dites, au sens du quota ou de critères obligatoires. Il y a des efforts informels qui sont faits par les patrons d'établissement, efforts réels. Parce que quand on regarde la composition de la population des classes préparatoires, y compris des très grands lycées, il y a quand même eu un très gros effort de recrutement. On n'est plus dans le recrutement exclusivement parisien. Et comment est-ce que vous faites pour évaluer que ces choix en matière d'égalité des chances soient vraiment appliqués et que ce ne soit pas juste des paroles en l'air? Enfin, est-ce que vous avez des objectifs chiffrés ou des contrôles qui sont faits à ce niveau-là? Alors il y a des chiffres qui existent, mais ces chiffres sont malheureusement, comment elle s'appelle la direction? La DRAC, c'est ça? La direction de l'éducation nationale qui fait les stats? Mais c'est des chiffres, c'est un niveau de secret statistique qui est comparable au secret atomique chez nous. On ne donne pas les chiffres, ils ne sont jamais communiqués, on ne peut pas les avoir. Mais ça devrait être... moi je suis pour un monitoring, pour un suivi extrêmement... On devrait se livrer à ce type d'études et à publier et analyser où on en est, où on va, qu'est-ce qu'on peut faire. Les statistiques, c'est un instrument de politique publique. Mais dans l'éducation, il n'y a pas beaucoup de chiffres qui sont publiés, mais je crois qu'il y a des recensements qui sont faits. Je crois qu'il y avait d'autres questions de ce côté-là. Bonjour madame, bonjour messieurs. Vous disiez que l'école ne jouait plus son rôle d'ascenseur social, de promoteur, etc. Elle l'a joué un jour. Oui, moi je crois que l'école a été, avant la massification des études secondaires, moi j'ai connu une période où les instituteurs et les directeurs d'école faisaient un vrai travail de recrutement de bons élèves moyens. Quand j'ai eu 10 ans, c'était en 1960. Et donc c'est une vieille affaire. Un jour, on a convoqué mes parents pour m'inscrire au lycée, pour m'inscrire en 6e. Voilà, c'est arrivé comme ça. Mes parents vont lui donner une bourse, il va aller en 6e. Je ne crois pas que ça se passe aujourd'hui ainsi. Je suis sûr que sûrement c'est une entrée dévouée qu'il le faut aujourd'hui, mais la mécanique, la massification des études secondaires, à mon avis, a changé la donne. Moi, à l'école primaire, on est venu chercher pour m'emmener au lycée. C'est venu, mes parents étaient ambitieux pour moi, mais j'ai été identifié par mon directeur d'école. Juste un exemple, le président du comité de direction qui est parti, qui a cessé après 8 ans de présidence, la présidence du comité de direction du Supélec, a commencé sa vie comme apprenti avec un CAP. Il a fait Supélec. Parce que dans son village d'Alsace, il y a un instituteur qui lui a dit vous devez pouvoir aller plus loin. Et je pense que ça se produit encore, mais vraisemblablement beaucoup moins. Oui, alors peut-être pour donner des éléments sur la tendance, il y a bien eu une démocratisation qualitative, on distingue démocratisation quantitative et qualitative. En fait, pour la génération née dans les années 60 environ, qui a connu donc cette expansion scolaire, donc les individus ont été scolarisés plus longtemps et plus massivement. Et en fait, on assiste de nouveau à une augmentation des inégalités sociales face à l'école, on va dire depuis les générations qui sont nées après les années 60. Donc augmentation légère, mais augmentation réelle. J'ai envie quand même de nuancer un peu cette question de l'ascenseur social. En fait, je pense qu'il ne faudrait pas verser non plus dans le fatalisme. C'est-à-dire qu'on constate tous les jours des parcours singuliers et pas si négligeables que ça, d'enfants d'origine défavorisée qui parviennent à se hisser jusqu'aux grandes écoles. Et donc, et inversement, des enfants d'origine favorisée qui n'obtiennent pas le baccalauréat. Donc, il ne faut pas oublier que
chacun a des marges de manœuvre quand même par rapport à sa destinée, et qu'il ne faudrait pas verser dans un fatalisme complet, même si le constat est dur, comme vous l'avez rappelé. Très bien. Est-il encore une question dans la salle? Peut-être au suivant. Plusieurs questions. Bonjour. C'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez. J'avais l'impression aussi que, vu que le niveau général en fait, des prépas a un peu diminué au niveau des années, que les professeurs, en fait, au niveau du lycée n'ont pas conscience en fait, du niveau des prépas. Par exemple, moi j'étais dans un lycée qui n'a pas vraiment l'habitude d'envoyer des élèves en classe préparatoire. Et ma prof de mathématiques m'avait dit que le niveau était beaucoup trop haut pour mon niveau, en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une méconnaissance des profs du lycée, en fait, du niveau des prépas. Et c'est peut-être ça, en fait, qui entraîne, en fait, une mauvaise orientation des professeurs. Permettez-moi de penser que le niveau des prépas n'a pas baissé. Il n'a pas baissé. Et par contre, ce que je pense, c'est que la mise à niveau en prépa est devenue certainement un peu plus sportive. Du fait du niveau scientifique en sortant même du bac S, et qu'avec la réforme de l'enseignement des matières scientifiques au lycée, on risque de connaître des difficultés encore plus grandes. Mais je pense que ce qui compte, et vous le verrez dans votre vie par la suite, c'est à la fois le niveau, mais la motivation. Et on peut très bien sortir, je dirais, d'un établissement au niveau du bac qui n'est pas forcément très considéré, mais si on a la motivation de faire sa prépa, on l'a fait. Et ça ne veut pas dire que la prépa a baissé. Nous allons passer à moins de... Non, je pense que ce qui n'a pas baissé, c'est le niveau académique. C'est le niveau académique, les mathématiques et la physique notamment. Je pense que vous connaissez bien ma position sur ce sujet. Je pense que ce qui a régressé, c'est l'enseignement des sciences appliquées. Ça, c'est quand on observe ce qui se passe, quand on compare un ingénieur américain, suédois et français, on s'aperçoit que les jeunes français n'ont pas ce qui pourrait acquérir aisément dans le domaine de la technologie, des sciences appliquées, le niveau qu'ils pourraient acquérir aujourd'hui, au détriment peut-être de certaines matières académiques qui servent fondamentalement, c'est toujours très utile et c'est très important. J'ai été étudiant aussi d'avoir la tête bien faite, d'être très complet, mais je crois qu'il y a des matières académiques qui mériteraient d'être allégées au bénéfice de matières plus appliquées, et notamment la technologie. Voilà ce que je pense. Mais je pense que les matières académiques, au contraire, sont de plus en plus difficiles et ont un usage essentiellement sélectif. Oui, sur la question de l'information des professeurs en lycée, je pense que vous touchez du doigt quelque chose de très juste. Et en fait, il me semble qu'il a été mis en place des programmes en fait, pour que les professeurs, notamment de maths, de physique, peut-être de biologie aussi, organisent en fait des séances sur l'orientation des élèves. Donc, du coup, ça les oblige en fait à s'informer eux-mêmes sur les orientations possibles. Généralement, ils sont assez démunis pour conseiller les élèves. Enfin, pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont totalement... ignorent vraiment les modalités de recrutement et même les formations, en fait, la nature des formations, le type de formation qui existe ensuite. Très bien. Alors, nous allons passer maintenant au volet entreprise de cette conférence en quelques mots. J'en profite pour excuser l'absence de M. Aziz Seou, qui ce soir a été souci personnel et qui n'a pas pu se rendre à cette conférence, de même que Mme Agnès Van Zanten, qui a été
expriment volontiers leur envie de s'ouvrir à toutes les diversités, hein, qu'elles soient sociales, que ce soit devant le handicap. Voilà, j'ai envie de poser la question, où en est-on au-delà de ces discours? Est-ce qu'il y a eu des avancées réelles dans ce domaine? Les entreprises sont confrontées à cette question depuis maintenant de nombreuses années à deux niveaux. C'est le recrutement. Le recrutement, ils sont confrontés à la question de la féminisation, d'une part, et puis deuxièmement, il n'échappe à personne que le peuplement de la France avait changé depuis un demi-siècle. Il y a eu quand même un afflux important de populations d'origine extra-européenne, donc ils se rendent bien compte qu'il y a un sujet, d'une part. Deuxièmement, la diversité, la mondialisation nous force à considérer que sur Terre, il y a plein de gens différents sur Terre. Et que c'est une question qu'il faut traiter, on a une diversité de consommateurs, une diversité de clients, c'est une vraie réalité. Cette question, dans le monde de l'entreprise, elle est posée d'une façon assez simple, parce que le BIT s'est aussi intéressé au sujet, les instances européennes sont intéressées au sujet. Ça renvoie à la question de l'égalité de traitement. Il y a une phrase qui dit qu'on doit être traité de... On est tous égaux, mais on est différents. On est différents par le genre, on peut plus le sexe, on peut être homme-femme, on peut être différent par l'âge, puis on peut être différent sur le plan des phénotypes. C'est un fait aussi. Et d'ailleurs, ce que j'observe, c'est que je suis cette question depuis maintenant une petite dizaine d'années. J'observe que on traite toutes les diversités. La question du genre est traitée, est adressée. La question du handicap est devenue également une question de diversité. Mais le point le plus dur reste la diversité ethno-raciale. C'est le sujet, c'est le point dur, avec une inégalité pour l'accès à l'emploi. Une inégalité d'ailleurs qui a sa source dans ce dont on vient de débattre. On est inégaux dans l'éducation et la formation. Sont sur l'origine sociale, et puis, comme les pauvres sont aussi les gens qui sont discriminés pour des raisons phénotypiques, ils subissent également ces inégalités-là, ces populations-là. Donc, ce que nous avons fait, avec un certain nombre de chefs d'entreprise, il y a maintenant 6 ou 7 ans, on a élaboré, j'ai rédigé la charte de la diversité, qui se voulait être une pétition de principe. Vous avez parfaitement raison de le dire, on a fait une déclaration en disant éventuellement aussi une charte pour la diversité, c'est qu'on pense qu'il y a un problème. Ouais, pour gérer cette diversité, c'est lutter contre la discrimination dans le monde du travail, et puis assumer complètement dans nos décisions, dans nos stratégies de recrutement, la question de l'égalité de traitement. C'est 6 articles, c'est ça la charte de la diversité. Aujourd'hui, elle a été signée par, on était une vingtaine à la signer lorsque j'ai organisé une petite signature en octobre 2005. Aujourd'hui, il y a 3600 entreprises qui l'ont signée. Il y a à peu près 1500 entreprises de plus de 1000 salariés en France. Sur ces 1500, il y en a un peu moins de la moitié. C'est la charte de la diversité, tout le CAC 40 l'a signé, pratiquement. Puis il y en a des entreprises de plus en plus petites qui veulent absolument adhérer à cette pétition de principe. Mais la charte de la diversité, ce n'est qu'une pétition de principe. Ce que j'ai proposé, c'est qu'on mette en place un label. Que ce label, il est très normatif. C'est-à-dire que les entreprises qui sont candidates à ce label le reçoivent si elles peuvent démontrer qu'elles mettent en place l'égalité de traitement formelle. Que les processus de recrutement traitent les gens de façon vraiment égale, incontestable, indiscutable. C'est l'AFNOR qui a mis au point une norme de ces processus. On attribue ce label. J'avais poussé à ce que ce label soit obligatoire pour les entreprises qui demanderaient, qui solliciteraient des concours publics, financiers ou autres, subventions
poussé, je pousse toujours à ce que cette disposition soit prise. Deuxièmement, j'ai proposé, ça n'a pas beaucoup avancé, que le bilan social des entreprises soit beaucoup plus complet. Le bilan social, le bilan documenté pour les salariés, de connaître de façon exhaustive l'état de l'entreprise, sa sociologie, en ajoutant plusieurs dizaines de critères statistiques de l'entreprise. Et puis j'ai proposé que le monde de l'entreprise lui-même, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats d'employés, collaborateurs et les syndicats patronaux, concluent des accords interprofessionnels. C'est que la négociation collective s'empare du sujet. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, le patronat s'est assez vite défaussé du sujet. Il a bien vu qu'il y avait un problème. Et puis les syndicats n'aiment pas dans l'entreprise le partage des rôles. On sait que leur compétence, c'est la responsabilité du patron. Le patron recrute des compétences, c'est leur affaire. Et dès que vous avez un domaine partagé avec les syndicats, ils n'adhèrent pas beaucoup. Alors je pense que c'est un vrai sujet, l'égalité de traitement d'entreprise, un sujet dont on devrait débattre de façon conventionnelle au sein de l'entreprise. Donc c'est une question qui avance, doucement, on fait des choses, c'est pas encore le grand soir de la diversité de l'entreprise. Je pense qu'il y a encore des inégalités d'accès à l'emploi, il y a encore des discriminations à l'embauche, peut-être moins aujourd'hui qu'il y en a eu. Il y a toujours autant de sexisme, bien qu'il y ait une féminisation qui tend à s'accélérer, notamment par les cadres. C'est ce qu'on observe. Vous évoquez un point qui est intéressant et en même temps un peu choquant. Quand on regarde les enquêtes de diversité qui sont faites et les statistiques publiées par les entreprises, notamment, le recrutement des femmes fait partie des éléments de diversité qui sont avancés. Est-ce qu'il est normal, selon vous, que la moitié de l'humanité soit considérée comme un critère de diversité au recrutement? Est-ce que ce n'est pas une manière de... C'est d'occulter, c'est une manière d'occulter le reste, je vous l'ai dit implicitement. On traite le problème de la femme comme un sujet de diversité, alors que c'est un sujet tout simplement d'égalité de traitement. Point, il faut le traiter comme tel, et pas comme un élément de diversité. Je ne crois pas. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais voilà, ça permet de cacher le reste. Alors, ceci étant dit, les plus grands militants de la diversité aux États-Unis, de la diversité raciale, ce sont les associations féministes. C'est parce que le statut de la femme a évolué dans le monde du travail qu'on a adressé la question de la diversité. De même, je pense que la question du handicap, ils se sont beaucoup battus pour qu'on intègre ce sujet dans les critères de diversité. Le BIT n'aimait pas les critères de diversité, les gens handicapés. Il met la diversité générationnelle, il prend en compte la diversité homme-femme, mais pas le handicap. Bon, nous, ici, on le traite, mais je crois franchement que c'est pour se donner bonne conscience et que c'est bien pour cacher le vrai sujet. La diversité, elle est non raciale, c'est le point dur qu'on traite aujourd'hui, qui n'est pas traité chez nous. Mais je vous dis, à mon avis, il doit être traité très en amont. On a beaucoup parlé du CV anonyme aussi quelques années. En est-on cette sujet? Et le CV anonyme, moi j'ai jamais été très favorable au CV anonyme, personnellement, comme mesure obligatoire et généralisée. Il y a des entreprises pour lesquelles l'anonymisation est un comportement tout à fait capital. C'est-à-dire que par concours, il faut anonymiser, il faut que le premier regard qu'on porte sur les candidats avant l'entretien verbal, ce soit celui sur les compétences. C'est-à-dire le CV qui est jeté à la corbeille parce qu'il y a une photo qui ne vous plaît pas, parce que c'est une femme, parce que c'est un vieux, entre guillemets, ou parce qu'il n'est pas né au bon endroit, il n'a pas fait les bonnes écoles, le bon établissement, ça il faut l'éviter, dans le sens que le CV anonyme est utile. D'ailleurs, les entreprises qui ont participé à notre panel constatent, eux, qu'ils ont plutôt féminisé leur recrutement, et c'est très substantiellement grâce au CV anonyme, évidemment parce qu'on ne mettait pas le genre, pour mettre d'autres critères. Mais je pense qu'il faut laisser le choix aux entreprises de l'utiliser. Mais comme le prévoyait la loi de 2008, c'est-à-dire en faire une disposition obligatoire et générale, personnellement,
j'accorde le gouvernement de ne pas poursuivre dans cette voie et d'abroger ou de modifier la loi. Je pense qu'il est plus important de mettre le CV anonyme parmi les dispositions pour obtenir le label comme une mesure isolée obligatoire. Et sur la question du CV anonyme, en fait, il se trouve que mon centre de recherche, le centre de recherche en économie et statistique, était chargé de faire une étude sur le CV anonyme. Donc le protocole était le suivant, on a envoyé à des entreprises des CV anonymes. Bien sûr, le centre de recherche savait qui se cachait derrière les CV anonymes, et on a étudié qui était auditionné parmi ces CV anonymes. Donc les grands résultats de ces recherches ont montré que, en effet, il y avait une petite féminisation. Alors, on a vu en fait, parce qu'on a aussi envoyé des CV non anonymes pour comparer en fait ce qui se passait. Les femmes ont tendance à recruter plus de femmes, les hommes ont tendance à recruter plus d'hommes. Donc, il ne faut pas penser que c'est seulement dans un sens que ça marche. Et donc, avec ce CV anonyme, on atteignait un petit peu cet effet. Alors, en revanche, sur la question de l'origine ethnique des personnes, donc sur le CV anonyme, ne figure pas le nom, sur le CV non anonymisé figure le nom. On ne peut pas toujours déduire l'origine exacte de la personne, mais c'est vrai que les noms ont des consonances et on peut en déduire quelque chose. Donc, ce qui apparaissait avec le CV anonyme, c'est que si le CV ne comportait pas de trous, on va dire, d'années un petit peu inexpliquées, etc., ce qui en fait est plus probable dans les carrières des individus qui ont immigré, ça posait pas tellement de problème. En fait, l'idée c'est que, je suis pas très claire, excusez-moi, l'idée c'est que finalement, pour l'aspect ethnique, ça marchait pas forcément très bien parce que donc, les personnes immigrées ont parfois des lignes dans leur CV qui sont un peu inexpliquées pour les recruteurs, et que le fait d'avoir un nom à consonance étrangère leur permettait de reconstituer des parcours un peu chaotiques. Et il s'expliquait mieux, par exemple, des années où l'individu n'avait pas fait d'études. Donc ça avait un effet compensateur, et donc finalement on n'a pas trouvé de ce point de vue-là, donc sur le volet est-ce que l'origine migratoire de la personne influe sur le fait qu'elle va être recrutée ou non, les deux effets se compensaient en fait. Donc, les CV qui ont été retoqués en temps normal s'expliquaient pour le coup avec l'origine. Donc le recruteur était à base de recomposer un peu en disant c'est quelqu'un qui a peut-être un parcours atypique parce qu'il vient d'un pays étranger, il s'expliquait mieux des années qui s'expliquent pas s'il suppose que la personne est restée dans le pays, etc. Donc, parfois ça apporte des éléments d'interprétation du CV qui sont utilisés. Monsieur Bravo, peut-être que vous voulez rajouter un point. Oui, je voulais juste, j'ai emporté une anti-sèche, dire quelles étaient dans les dernières déclarations de la conférence des grandes écoles qui date de la fin de l'année 2010, c'était le livre blanc sur l'ouverture sociale, les références qu'il y avait au mot diversité. Je vais me référer à une période où Christian Margaria en était lui-même le président, puisque la première fois où on parle de la diversité, c'est pour dire la diversité répond à un souci d'équité citoyenne, comme l'indiquait la conférence des grandes écoles en signant la première charte pour l'égalité des chances d'accès aux formations d'excellence en 2005. Donc on était bien dans l'égalité des chances. Alors après, on reparle de la diversité à l'occasion notamment des boursiers. Alors, vous avez demandé à la direction de l'école le chiffre. Le chiffre de boursiers à l'école, il est 21%. On continue à le faire progresser, mais c'est pas 18. Donc, la diversité en matière de boursiers. La troisième fois où on en parle, c'est pour dire adapter les modalités des concours d'entrée aux grandes écoles pour diversifier les connaissances évaluées et tester d'autres compétences et potentiels, et en particulier généraliser le principe des TIP. Donc il
d'une certaine manière, ça va dans le sens de l'académique. Il y a aussi ce qui est un caractère plus pratique. Et le dernier point où on en parle, c'est amplifier la diversification des modalités d'accès aux grandes écoles pour y attirer des profils divers, notamment en termes d'origine sociale, via la multiplication des filières par apprentissage ou technologique, des admissions sur titre, ainsi que le développement de passerelles universitaires, de la formation continue et de la valorisation des acquis d'expérience. Donc je dirais que le thème de la diversité est aussi un thème permanent à l'intérieur des écoles. Alors vous évoquez, nous allons aborder la troisième partie de cette conférence, nous allons un petit peu de temps maintenant, le micro repassera vers vous en fin de discussion. Vous abordez les efforts menés par les grandes écoles, effectivement, pour favoriser l'entrée de public à leur mur qui n'ont peut-être pas pu, par le passé, les intégrer. Depuis plusieurs années, il y a eu plusieurs initiatives de conventions Z de Sciences Po en 2001-2002 qui visaient, rappelez-moi si je me trompe, mais à créer une voie d'entrée parallèle au sein de cet établissement. C'était la 11e collective. La 11e collective. D'accord. Et ensuite, les grandes écoles, pourquoi pas moi, les cordées de la réussite, les grandes écoles ont favorisé également des admissions parallèles, des diplômés de BTS ou de DUT par exemple, qui sont des efforts évidents de diversité. Que peut-on dire de ces dispositifs? Finalement, quel volume représentent-ils pour les grandes écoles? Moi, je disais dans la presse que les grandes écoles entrebâillaient doucement leurs portes. On n'est pas encore brillant, entre guillemets. Que pensez-vous de cette opinion relativement partagée? Je ne sais pas si on entreballe, mais je sais que, alors d'une part, parmi les activités associatives de l'école, et on a vu la présentation extrêmement rapide au début de Espérance en béton et de Pourquoi pas moi, PQPM, ces deux activités associatives sont très mobilisatrices de la part des élèves, sont, je crois, assez emblématiques et sont des activités qui nous permettent aussi de nous inscrire dans la vie locale par les liens que nous créons avec des collèges et avec des lycées. Et ceci, que ce soit sur le campus de Gif, que aussi bien sur le campus de Metz et le campus de Rennes. Et je pense que c'est également de la part des élèves une certaine manière d'acquérir un sens de leur responsabilité sociale que de s'engager, et notamment pour une grande école, pourquoi pas moi, puisque lorsque l'on commence à travailler avec un élève en classe de seconde et qu'ensuite on l'accompagne en première et en terminale, il faut assurer, et il faut assurer, quand je dis cela, c'est qu'il y a une solidarité de promotion pour assurer l'engagement qui a été pris. Alors, je fais le lien avec ce qui a été dit précédemment en disant que c'est une affaire de famille, une affaire d'école. Parce qu'il n'y a rien de plus, personnellement, quand j'assiste aux réunions de réouverture des programmes de PQPM, il n'y a rien de plus intéressant que de recevoir les nouveaux élèves qui viennent avec leurs proviseurs et leurs professeurs et qui viennent avec leurs parents. Et c'est là où l'on voit qu'effectivement, ces programmes qui sont des programmes de découverte de différents aspects de l'enseignement supérieur, c'est très important d'avoir le triptyque. Et donc, je pense que, je vous disais quand on en parlait en préparant, personnellement, j'ai fait très attention à la qualité de l'engagement et je ne pousse pas particulièrement à multiplier les accords avec un grand nombre de collèges et de lycées.
et que lorsqu'on s'est engagé, qu'on les accompagne sur la totalité du trajet. À propos de Sciences Po, je ne suis pas une experte, mais donc j'ai un pied dans Sciences Po et puis j'ai pu entendre Agnès Vincentel donner des conclusions à certains séminaires. En fait, il me semble que donc, pour Sciences Po et donc ces conventions avec les ZEP, la réussite soit mitigée. En fait, le recrutement dans les ZEP était censé toucher des élèves de classe populaire. En fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, dans les ZEP, c'est les meilleurs élèves de ZEP qui arrivent à Sciences Po, et ces meilleurs élèves de ZEP, c'est des élèves de classe moyenne en général. Donc, on a réussi à toucher des élèves de ZEP de classe moyenne, on n'a pas encore réussi finalement à recruter des élèves de ZEP de classe populaire. Je crois que le bilan est un peu mitigé. C'est vrai, il y a quelques élèves qui sont issus de bouches populaires, mais ça marche parce qu'il y a parmi dans ce recrutement-là, il y a des élèves qui ont très bien réussi leurs études et qui sont devenus de bons éléments de leur section respective. Sur les grandes écoles, je parlais à la fois comme employeur, ingénieur, et puis dans l'absolu. Quand le président de la République m'a demandé de m'occuper de cette question d'ouverture sociale des grandes écoles, c'était à l'école polytechnique. N'est-ce pas, c'était en 2008, je m'en souviens. On avait une discussion tous les deux sur la sociologie des grandes écoles, et puis il y a de moins en moins dans nos écoles d'ingénieurs, essentiellement les parisiennes d'ailleurs, de moins en moins de jeunes issus des couches populaires, d'enfants ouvriers, entre guillemets. C'est un fait frappant. Même si l'explication est très en amont. C'est factuel. Je crois que cette exigence d'ouverture sociale elle est justifiée par deux choses. La première, c'est une exigence démocratique. Il faut que ces écoles qui prodiguent un enseignement de bonne qualité, il faut qu'on puisse y accéder de façon, je dirais, sur l'égalité de traitement. Il faut que ce soit juste. Le processus de recrutement soit juste, et c'est pas le concours qui garantit, c'est là où je suis peut-être en désaccord, c'est pas le concours qui garantit absolument la justice. On vient d'en parler, la question des acquis pour un concours, c'est un processus très lourd qui est à l'orientation, jusqu'à l'établissement, etc. C'est un vrai parcours d'initié. Ce que nous souhaitions, ce qu'on souhaite toujours d'ailleurs, c'est que les écoles fassent exactement ce que Alain Barraud vient de lire, ce qui était écrit effectivement dans le livre blanc. Il faut le faire, il faut le faire, et puis il faut le démontrer statistiquement, j'allais dire. Je pense qu'on ne pourra pas réussir l'ouverture réelle si on n'ouvre pas les écoles avec des cursus scolaires normaux, c'est-à-dire lycée, prépa, un diplôme d'ingénieur, c'est 5 ans d'études, pour la faire courte. Si on n'ouvre pas véritablement ces écoles aux filières avec un fort enjeu sociologique. Et je pense que si on ne modifie pas la pédagogie, l'enseignement des sciences, d'abord, on aura de moins en moins de jeunes intéressés à devenir ingénieurs et à devenir scientifiques. Ça, c'est une évidence, c'est-à-dire qu'il va se raréfier, parce que ce sont des études extrêmement difficiles, peut-être trop difficiles, d'ailleurs, et donc on va avoir une déception, et les jeunes vont de moins en moins utiliser cette filière, ils vont avoir peur de franchir le Rubicon, et peur de faire des prépas et d'entrer dans une grande école d'ingénieurs. Je crois qu'il faut modifier le contenu pédagogique du lycée. Ce que disait Alain Barraud tout à l'heure, c'est pas la réforme qui est engagée qui va donner des résultats comme ceux qu'on peut espérer.
je pense que la place qui est faite aux sciences n'est pas suffisante. À mon sens, on devrait, ce qu'ont fait les Suédois, par exemple, les Suédois produisent autant d'ingénieurs que la France. C'est quand même 30 000 par an. Et c'est 5 ans d'études après le baccalauréat. Ils ont des études, ils ont des ingénieurs excellents, ils ne sont pas moins bons que les nôtres, mais ils sont sortis du pédagogisme. Par exemple, la technologie, les matières appliquées sont enseignées par des chercheurs et des ingénieurs du monde de l'industrie, et non pas par des professeurs recrutés sur concours, qui n'ont peut-être pas réussi dans l'industrie d'ailleurs, mais qui choisissent d'être enseignants. Donc il y a une voie à construire, et les grandes écoles, si elles veulent, elles ne peuvent pas se contenter de te dire, comme l'a déclaré le président actuel de la conférence des grandes écoles, moi, c'est pas moi qui veux pas recruter, c'est que la matière qu'on donne n'est pas bonne. C'est bien ce que j'ai entendu dans la bouche de l'excellent, absolument l'excellent Tapi. Il a fait cette déclaration qui m'a paru malheureuse et qui nous a tous révoltés. Je pense qu'il faut au contraire que les grandes écoles soient prescriptrices. Elles connaissent les besoins du monde de l'industrie. C'est à elles de dire, bon, on veut bien faire l'ouverture sociale sans sacrifier à la qualité. Et je dis toujours, l'industrie française et l'économie française ne doit sa prospérité qu'à la très grande qualité de ses cadres techniques et scientifiques. Donc, sans rien céder, comment on peut faire une place aux jeunes de ces filières qui, ce n'est pas les filières S, qui sont les filières technologiques. C'est un vrai sujet. Donc, oui, sur le principe, les grandes écoles y vont, elles s'intéressent au sujet, elles savent que c'est important. Deux, je pense que c'est un sujet beaucoup plus important que de savoir si les écoles de doctorat doivent être dans les écoles d'ingénieurs ou dans l'université, de s'intéresser précisément à ce que vont faire tous ces jeunes qui sont par défaut dans les filières technologiques. Elles peuvent jouer un rôle prescripteur extrêmement important pour sortir du pédagogisme qui règne dans l'enseignement secondaire. Elles peuvent vraiment dire, voilà comment il faut former ces jeunes lycéens qui puissent accéder à l'ingénieur. C'est ce qui manque. C'est comme ça que vous aurez une matière de qualité, puis ensuite il faut augmenter la taille des prépas. Parce que quand je dis pour mieux faire, pour pas mes stats, les chiffres sont infinitésimaux. Je parle des Parisiennes toujours. Je crois d'ailleurs qu'au niveau de l'ouverture des grandes écoles, si le nombre d'étudiants polytechniques, ça peut-être, avait augmenté au même rythme que le nombre de bacheliers depuis... Non, il y avait... Écoutez, il y avait 5000 bacheliers en 1900, 100 polytechniciens. Il y a aujourd'hui 500 000 bacheliers, il y a 500 polytechniciens. C'est ça le chiffre. Voilà, c'est ça. Donc 50 étrangers, Alix. Je vais employer un terme, la discrimination positive, pour entrer employer un terme critiqué. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous semble favorable? Je vais vous dire une chose très brutale. Personnellement, je ne suis pas favorable à l'égalité des chances. Je n'aime pas l'égalité des chances. Et je suis commissaire à l'égalité des chances, mais je n'aime pas l'égalité des chances. Pourquoi? Parce que l'égalité des chances, c'est une obligation de moyens. La République, elle est là pour donner la même boîte à outils à tout le monde. Et on vient d'expliquer à l'instant, même avec la même boîte à outils, on ne fait pas la même carrière tous. Donc je pense, moi, que l'égalité des chances est aussi un leurre. Et moi, je suis pour l'action positive, parce que l'action positive, c'est une obligation de résultat. Donc moi, je n'ai pas envie de... Je veux dire, c'est pas parce qu'on est issu de l'université qu'on est une femme ou qu'on est handicapé qu'il faut rentrer dans une grande école, c'est pas ce que je vais dire. Mais je pense que si on ne se donne pas d'objectif, si on ne peut pas mesurer où on en est par rapport aux objectifs, ces objectifs, si on ne dit pas comment on va atteindre ces objectifs, je pense que le processus ne sera pas spontané. Toute politique correctrice résulte d'une volonté politique. Ça, c'est mon credo et c'est mon sentiment depuis très longtemps. Je pense que le gouvernement, dans ce domaine, doit agir d'autorité, être infiniment plus ferme avec le monde de l'éducation nationale, avec le monde de l'entreprise, qui doit également participer de cet effort. Je préconise que l'apprentissage soit une obligation pour les entreprises. J'espère que le président de la République, dans son programme futur, comme l'autre et son adversaire, numéro 1, adopteront ces dispositions. Il faut que les entreprises participent également à cet effort de formation
des collaborateurs, mais l'industrie ne peut plus attendre simplement le bec ouvert de l'éducation nationale du livre, des gens formés et qui soient prêts. C'est un effort collectif, c'est à l'État, c'est à l'éducation nationale, et c'est au monde de l'économie de faire cet effort essentiel de transformation sociale qui est de former le plus grand nombre de gens possible avec les niveaux dont a besoin notre économie. Et croyez-moi, on va en manquer. Vous savez, une décision comme celle qu'a prise l'autre jour, Varane, le président de l'UPSA. Aujourd'hui, on aurait un projet. J'ai vécu le projet électronucléaire français. Il fallait 20 000 ingénieurs. C'est assez extraordinaire entre 1976, jour où on a décidé de faire le programme électronucléaire, et 1980, on a trouvé la population d'ingénieurs nécessaire. C'était un effort colossal. Aujourd'hui, on aurait un très grand projet de mobilisation nationale sur un très grand sujet. Je suis sûr que dans le domaine de la santé publique, la pharmacie, on ne trouverait pas de personnes. C'est pas ici que ça se ferait. Si on cherchait 1000, 2000, on va voir ce qui va se passer à Toulouse, là, sur la fameuse cancéropole. Et ils ont déjà des problèmes de recrutement. Ils sont en train de recruter à l'étranger. Je suis convaincu, moi, que dans le domaine industriel, on aura un projet de 1000, 2000, 3000 personnes. Ce serait extrêmement difficile de trouver les compétences dans notre pays. Et le fait que Peugeot quitte la France et va faire son principal centre de recherche en Chine, avec 10 000 personnes, est un signe. Oui, on rentre dans des positions idéologiques, mais il me semble sur donc, la question de la discrimination positive, moi j'y serais plutôt favorable. Je vais peut-être relancer le débat par rapport au quota qui avait été proposé par quelqu'un dans la salle. Il me semble que c'est plus prudent en fait, la discrimination positive que les quotas. Les quotas, ça suppose qu'on mette quand même des gens un peu dans des cases et qu'on veuille absolument que les grandes écoles soient le reflet parfait de la société. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue les exigences de performance. Et je trouve que c'est plus intéressant de cibler des populations qui ont ce potentiel et de les encourager plutôt que d'imposer une représentation parfaite de la société dans ces grandes écoles. Et c'est mon avis, et vous pouvez en avoir un autre. C'est bon avis. C'est bravo. Moi, j'ai deux réactions. Alors d'abord, M. Sabec, je vous rassure, dans les écoles d'ingénieurs, désormais, les professeurs sont des enseignants-chercheurs. Donc, ils sont à la fois académiques. D'accord. Et ils sont. D'accord. Je sais que les écoles ont déjà fait. Voilà. Et donc, nous sommes également très proches. Certes. Alors, discrimination positive et quota, j'avoue que moi, ce sont, enfin, les deux concepts, je me pose des problèmes. Me pose des problèmes parce que ce qu'on cherche dans les systèmes de formation, c'est à donner des compétences. Et quand on est ensuite dans le monde économique, ce que l'on veut, c'est avoir dans son entreprise des compétences. Donc ces notions-là qui sont des notions, autant je suis pour la transparence, je suis pour l'ouverture, tout ce genre de mécanismes, et le plus possible, mais les forcer par de la discrimination positive ou par des quotas, ça m'apparaît, je dirais, extrêmement périlleux. Savoir que la voiture dans laquelle je roule a été conçue par un ingénieur qui a été choisi pas pour ses compétences, mais parce qu'il était dans un quota, ça me pose un problème. Et je dis cela étant entendu que ça a été évoqué. Nous avons une voie par apprentissage.
Mais cette voie par apprentissage est dans le cadre de ce que nous appelons la diversification des accès, mais que dès que le recrutement a été fait, il n'y a absolument plus de traçabilité dans l'origine du recrutement. Donc je crois qu'il faut tout faire pour qu'en amont, on ait le maximum d'ouverture, mais que ce soit basé sur des niveaux d'excellence et de compétence. Non, mais sur les quotas, le critère ne peut pas être d'être en quota. Tout le monde est ici d'accord. C'est pas parce qu'on est dans un quota, dans une catégorie sociologique, ethnique, peu importe, on doit fatalement avoir le droit à un avantage particulier. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Je crois que tout le monde ici a dit la même chose. Je crois par contre que l'action politique, l'expression politique, c'est de la correction. Je cite souvent la phrase d'Aristote qui est qu'on ne peut pas traiter, il y a rien de plus injuste que de traiter de façon égale des situations inégales. Voilà. À partir du moment où on veut être juste, il faut s'intéresser, il faut élargir le vivier, ce qu'on vient de dire. Il faut s'intéresser, il faut faire l'effort nécessaire pour pouvoir adapter, sans rien citer, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, à la qualité du recrutement et à la formation de nos ingénieurs, c'est une évidence. Je crois que vous ne pouvez pas, là où il y a du potentiel, vous intéresser à ces jeunes, à leur donner des voies d'accès. Il faut que vous élargissiez votre vie de recrutement. C'est vraiment indispensable. Et le débat de ce soir et le chiffre de tout à l'heure, je dirais, devrait vous y inciter beaucoup plus que vous le faites aujourd'hui. Et vous n'y arriverez pas si vous ne faites pas cette ouverture vers d'autres filières, vers d'autres voies de recrutement. Mais pas symboliquement, massivement. Massivement. Croyez-moi, on en aura besoin, le pays en aura besoin. Voilà. Donc, pour les 10 dernières années, nous sommes passés de 400 à 500. En ouvrant. C'est peut-être pas suffisant. On est bien d'accord. Je vous ai dit, il vaut mieux avoir plus d'élèves niveau master et avoir de vrais master scientifiques et technologiques que d'avoir des docteurs. C'est bien plus important. Y a-t-il éventuellement des questions? Ça un peu ce pris pour. Ça fait Est-ce qu'on a des questions? Comment? Des personnes sur le côté qui veulent prendre la parole. Bonjour. Est-ce que le problème par rapport aux politiques de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances, c'est pas qu'elles s'intéressent uniquement à favoriser et à améliorer l'éducation des bons élèves et pas l'éducation de l'ensemble des élèves défavorisés? Par exemple, en ce qui concerne les internats d'excellence ou certains dispositifs d'aide, ça bénéficie uniquement aux bons élèves et pas aux autres. Écoutez, je ne sais pas si l'internat d'excellence, les internats d'excellence, je ne sais pas si c'est un sujet qui est dans mon ordre. Je regarde, je suis d'assez près, mais je pense qu'on a besoin d'internat d'excellence dans les centres-villes, à côté des lycées et des universités. C'est là où se pose la question du logement. Et si ce sont de bons élèves méritants parce qu'ils sont bons, je ne suis pas choqué du tout. Et que le système permette l'élévation des meilleurs, je dirais c'est une bonne chose. La question de l'intérêt, du rôle de l'éducation nationale, de l'enseignement, de l'intérêt qu'on doit porter à tous les élèves, bons ou moins bons, ça c'est une question importante. Mais la question se pose pour moi très en amont.
c'est la politique de réussite éducative. Pourquoi un élève est mauvais à l'école primaire? C'est une question qu'on se pose pas suffisamment. On ne s'intéresse pas à la sociologie des écoles suffisamment. Alors les enseignants savent, quand un enfant a des problèmes, s'il est violent, s'il est dyslexique, s'il a des problèmes d'acquis, il faut s'intéresser à tous les élèves à l'école dès le plus jeune âge. C'est là où votre question prend tout son sens. Il faut faire une vraie politique des réussites éducatives. J'étais tout à l'heure avec le maire de Courcouronnes, qui a fait un très beau programme de réussite éducative. Il me disait tout à l'heure, je suis dans une école, j'ai une école où il y a beaucoup de parents qui sont en situation irrégulière. Je pense que les gamins qui ont 7 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à 12 ans même, sont des gamins très perturbés par la situation de leurs parents. Donc c'était mon devoir de conduire une politique spécifique vis-à-vis de ces enfants, de les aider à identifier leur pathologie de gamin, comme le fait dans n'importe quelle famille. Ça, c'est des vrais sujets. Dire que le système, on s'intéresse qu'aux bons ou aux moins bons, après, c'est, je dirais, la nature. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui veulent et qui peuvent. C'est l'ordre des choses. Et je crois que là où tout le monde doit pouvoir, et là où c'est le devoir de tous, c'est pour les acquis fondamentaux, c'est dès l'école primaire, où là on doit s'intéresser à tous les enfants, parce que si on ne s'intéresse pas à la vraie prévention contre les pathologies sociales, l'absence de mobilité sociale, la délinquance, le chômage, etc., cet investissement il est primordial parce qu'on le paiera beaucoup plus cher, plus fort, on va retrouver ces gamins des proportions d'une classe d'âge. Aujourd'hui, il y a 2 millions de jeunes entre 16 et 25 ans qui sont à la galère ou qui n'ont pas d'emploi. Ce n'est pas 450 000, 500 000, c'est 2 millions de jeunes. Et on peut le savoir par recoupement, ces jeunes ne sont pas recensés statistiquement. Ils ne font pas partie des catégories conventionnelles des demandeurs d'emploi. C'est une situation terrifiante, parce que ce chiffre est en train de s'accroître. Mais je vous assure que si on regarde bien, sur ces 2 millions de jeunes, je mets de côté ceux qui ne sont pas formés comme il faut pour accéder à l'emploi, qui ne font pas partie des métiers recrutés. Vous avez énormément de jeunes, probablement 30% de jeunes, qui n'ont même pas les acquis fondamentaux parmi cette population. Parce qu'on ne s'est pas intéressé à eux, parce qu'on a considéré, on a séparé les bons des mauvais élèves, l'école primaire, et ça, il faut le faire différemment aujourd'hui. Je trouve que ce que vous avez dit, M. Thévet, est très juste. Les inégalités sociales face à l'école, elles commencent dès la naissance, en fait. Et qu'il faut à tout prix garder cet aspect en vue. On sait que même à la naissance, le poids des enfants varie selon l'origine sociale. C'est-à-dire qu'il y a plus d'enfants prématurés dans les milieux populaires que dans les autres milieux. Et il y a plus d'enfants hypotrophiés. Donc ça reflète des conditions de vie et des conditions de logement très, très différentes. Ensuite, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, je reviens au premier ensemble de facteurs qui régissent les inégalités sociales face à l'école. Vous avez parlé des différences dans les capacités intrinsèques des élèves, suivant les milieux sociaux. En fait, on sait que dès le plus jeune âge, en fait, les enfants développent des capacités très différentes suivant les milieux sociaux. Bien sûr, il faut être prudent encore une fois et pas sombrer dans le fatalisme, mais les enfants dont les parents sont les plus éduqués, etc., stimulent les enfants oralement, leur transmettre le goût de la lecture, ce genre de choses. Je suis sûre que vous en êtes très bien conscient, mais il faut le rappeler et dire qu'en fait, dès la maternelle, il y a des différences dans les manières de faire un rond et un carré et d'écrire son prénom qui sont déjà flagrantes, et qu'au primaire, il y a encore les inégalités s'accentuent. Et je pense que là encore, l'école a un rôle à jouer, dans le sens où l'école a tendance à supposer que la maîtrise de la langue, ne serait-ce qu'à 6 ans, dépend de la famille uniquement, et que l'école n'a pas forcément son rôle à jouer de ce point de vue-là, alors qu'elle
elle doit prendre en charge, à mon avis, ces enseignements et revenir aux acquis, enfin aux bases qui n'ont pas été transmises par la famille dans les milieux les plus défavorisés. Donc tout se joue à tout moment de la vie et il faut garder ça en tête. Dernière question de ce côté-là, il me semble, ensuite nous clore cette conférence. Puisque c'est la dernière question, en fait, je voudrais en profiter pour faire lien avec le titre de la conférence, donc les grandes écoles, une affaire de famille. En fait, moi, il y a... C'est bon, ouais. En fait, il y a quelques semaines, le week-end en TGV, j'ai fait la connaissance de mon voisin de siège, parce qu'il y avait pas mal de problèmes de grève, donc on est temps de faire connaissance. Et je me demandais pas pourquoi, mais on en est venu à parler justement du problème de la diversité dans les grandes écoles. Et lui m'expliquait le plus tranquillement du monde qu'en fait, ces enfants, il était conscient du fait que ces enfants n'avaient pas forcément ni la motivation, ni les capacités pour faire une classe préparatoire, mais qu'au final, ça ne dérangeait pas, puisqu'il serait là et qu'il était prêt à payer une école, et là je vais citer, de fils à papa, donc le lien avec le titre, et qu'au final, il était convaincu du fait que dans cette école, puisqu'ils avaient acquis les postes sociaux nécessaires de par leur éducation, ils réussiraient en entreprise aussi bien que les personnes venant des milieux sociaux plus défavorisés et ayant fait leur classique, donc prépa et grande école. Et donc moi je pense qu'en fait là on est vraiment au cœur du problème et je me demande si le problème de la diversité dans les grandes écoles, plutôt que de le voir comme un problème purement lié à l'éducation nationale en gros, ce serait pas plutôt un problème qui concerne la société entière, dans le sens où à l'heure actuelle on voit qu'il y a très très peu de mixité sociale. Si vous prenez le RERD, vous descendez, vous montez à la station de Luxembourg, quelle station plus loin vous descendez à Saint-Denis, c'est deux mondes complètement différents et c'est deux mondes qui se côtoient, qui coexistent mais qui s'ignorent l'un l'autre. Donc en fait, je me demande si la solution ne serait pas justement de recréer du lien social. Enfin, je ne sais pas, mais il y a quelques années, on expliquait que dans un même bâtiment se côtoyaient les riches et les pauvres, donc avec les riches au rez-de-chaussée, les pauvres aux étages supérieurs. Justement, dans la cage d'escalier, on pouvait rencontrer des gens venant de milieux sociaux tout à fait différents. Aujourd'hui, selon qu'on laisse d'un côté ou de l'autre du périphérique, on a l'impression qu'on a une existence qui est déjà tracée et qu'on a très très peu de moyens d'échapper à ce destin. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est plutôt que de se demander ce que les grandes écoles peuvent faire pour améliorer la diversité, moi, je me demanderais plutôt si ce n'est pas le rôle de l'État de faire quelque chose pour recréer du lien social, puisqu'en fin de compte, les grandes écoles sont à la fin d'une chaîne et elles sont plus spectatrices qu'actrices. Et je trouve que c'est une solution de facilité de se demander ce que les grandes écoles pourraient faire, puisque pour moi, elles n'ont pas vraiment de moyens d'action et que le problème peut être traité beaucoup plus en amont. Écoutez, c'est sur la le préambule de notre débat de discussion ce soir. Dans votre commentaire, je retiens deux choses. Si vous dites que la séparation spatiale est organisée, que vous avez décrite, avec éloquence, est un facteur de discrimination, un facteur d'organisation, de stratification de la société, il n'y a pas de doute. Les ghettos, malheureusement, il y a 20% de la population de la région de France qui y vit. C'est une réalité, une grave réalité, on a énormément de mal à corriger cette évolution. Mais bon, la transformation d'une société, la mise en place d'un système juste égalitaire, juste, j'ai dit tout à l'heure, il faut faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est égalitaire. Faire une société juste, c'est beaucoup de choses. Les grandes écoles, c'est peut-être une chaîne, mais c'est un élément très important de la transformation sociale, de la modernisation de ce pays, parce que, vous voyez, réussir dans une entreprise, les habitants de Seine-Saint-Denis, vous voulez réussir dans une entreprise, vous savez que la réussite en entreprise, ça passe fatalement par deux voies. L'école d'ingénieur ou l'école de commerce. Vous savez que ça passe par là. Donc il faut bien
que si vous venez de ces quartiers, le processus qui vous permet d'entrer dans l'école de commerce, dans une école d'ingénieur, soit un processus juste et qui permette d'offrir également une possibilité de mobilité sociale. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le rôle de l'école et des grandes écoles. C'est de faire de la mobilité sociale, c'est de faire une société juste et qui donne des perspectives à tout le monde, pour le coup là sur une base égalitaire. Quelqu'un qui veut reprendre la parole, M. Bravo, peut-être. Oui, votre intervention m'inspire différentes réflexions. C'est pas parce qu'on n'a pas fait une grande école qu'on ne peut pas réussir. Hein. Non, mais je veux dire, là, votre interlocuteur, il avait tout à fait raison d'imaginer qu'il y avait une réussite tout à fait accessible à ses enfants. Attendez, j'ai pas terminé. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que le fait d'avoir fait une grande école n'a pas de sens ou ne donne pas des élèves. Et c'est pas parce qu'on a fait une grande école, c'est un élément de la chaîne, mais la chaîne, on n'est pas au bout. Hein. Il y a encore toute la vie derrière, et il faut avoir une vision dynamique de ce que peut être l'épanouissement professionnel, l'épanouissement dans la société de chacun. Et personnellement, je crois que être dans une grande école, c'est donc l'aboutissement d'un investissement personnel, c'est la constitution d'un certain capital, c'est également la création d'une obligation. Je disais en particulier que pour ceux des élèves qui sont dans les associations PQPM ou Espérance en béton, c'était également d'assumer une certaine responsabilité vis-à-vis de leur environnement social. Et je crois que par ce qui va se passer dans la vie professionnelle ensuite, et surtout avec ce qu'on espère avoir comme, je dirais, évolution du tissu économique de notre pays, la diversité dont on rêve est telle que notre compétitivité doit venir du brassage des formations avec les atouts, en particulier ceux qui ont un diplôme d'ingénieur. Donc en fait, je crois que votre tranche de vie est extrêmement intéressante parce qu'elle met bien l'accent sur le fait qu'en ayant ce capital qui représente le diplôme d'école d'ingénieur, il faut accueillir tous ceux qui ne l'auront pas fait mais qui auront de la valeur ajoutée, de la créativité, et savoir que dans l'avenir, il va falloir que l'on joue de la diversité. Et c'est pas parce qu'on a fait une grande école qu'on est devenu un rentier. Mais on a acquis du capital. Et que c'est très enfin je dirais, c'est le genre de discussion qui est tout à fait naturel. Simplement pour dire que je ne pense pas qu'il faille faire une grande école pour réussir. Et je ne blâme pas les études de la personne avec qui je discutais. Simplement, lui disait qu'il mettrait ses enfants là-dedans parce qu'il n'avait pas forcément la motivation ou les compétences pour le faire. Et les mettre là-dedans parce qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire, c'est un peu. Enfin, je trouve ça. Je trouve que. Enfin, comment dire. Tout à l'heure, vous disiez que vous n'aimeriez pas monter dans une voiture qui était construite par quelqu'un qui est rentré dans une grande école sur un quota. Et quelque part, payer des études à ses enfants et les faire entrer dans une école payante pour s'affranchir de leur manque de compétences, quelque part, vous montrez aussi dans une voiture qui aurait été construite par cette personne-là, qui aura eu ce travail-là simplement parce que son père lui a payé une école. Donc je veux bien qu'on s'émeuve du fait qu'en mettant des quotas, on fasse baisser le niveau, mais d'un autre côté, avoir des écoles payantes qui recrutent après bac et qui recrutent des élèves qui n'ont pas forcément des compétences extraordinaires, mais qui au final s'en sortiront parce qu'ils ont de la goût et parce qu'ils auront appris des choses de par leur milieu social, je trouve ça tout aussi discriminant. C'est simplement ce que je veux dire. Pour prolonger une seconde, c'est pas parce qu'on paye ses
arrêté comme un diplôme à la sortie. Ouais, non, mais déjà, le fait d'y entrer, d'avoir cette chance d'y entrer, et sans prendre le risque, sans prendre le même risque que les autres, d'aller en classe préparatoire et d'accepter de bosser 70 heures par semaine. Moi, je trouve que c'est une solution de facilité que cette personne a, simplement de par la richesse de ses parents. Et donc, au final, si ces personnes-là réussissent dans la vie, elle aura peut-être, ses compétences n'auront pas été jugées de la même façon qu'une personne qui aura échoué parce qu'elle aurait été en classe préparatoire. Cette question joue toujours évidemment. Très bien, monsieur. Je voudrais vous remercier de votre participation à cette